bienvenue à notre émission Les mystérieuses énigmes du paranormal. Aujourd'hui, nous allons parler de la géobiologie et nous avons un invité, Omer Dujardin. Omer Dujardin qui est ingénieur industriel, radiesthésiste et géobiologiste. Omer, bonjour. Oui, bonjour Christine. Voilà, comment est-ce que tu es venu comment est-ce que tu as été amené à être dans la géobiologie et la radiesthésie? J'ai toujours été curieux de tout ce que je ne connaissais pas. J'ai acheté pas mal de bouquins dans ma vie, sur tous les sujets, et notamment sur la radiesthésie. J'ai fait les exercices, je me suis dit, bon, ben, ça va, je sais ce que c'est, mais j'en avais encore pour 10 ans à travailler, alors j'ai mis ça de côté jusqu'à ce que mon épouse voit dans les journaux qu'il y avait un cours de radiesthésie, pas loin de chez nous. J'y suis allé et après quelques séances, je pouvais bien trouver sur plan les cours d'eau en dessous de la maison. Mais j'avais encore pour 10 ans à travailler, si ce n'est que quelques mois après, la direction annonçait que les cadres qui avaient 55 ans et plus pouvaient arrêter. Alors à ce moment-là, j'ai pris les cours de géobiologie et dès que j'ai approché la période où je pouvais avoir mon diplôme, j'ai arrêté de travailler. Oui, et comment tu expliques la géobiologie? Mais disons que la géobiologie, au sens large, étudie les effets du rayonnement du sol sur les êtres humains, sur tous les êtres vivants. Ça joue aussi bien pour les gens que pour les animaux. La géobiologie est principalement due à des ondes terrestres. Mais au départ, la géobiologie s'intéressait à tout ce qui vient du sous-sol et qui perturbe la vie des gens dans leur vie courante, à savoir dans nos régions, nous avons les cours d'eau souterrains. La pluie qui tombe, il faut bien qu'elle s'infiltre quelque part. Comme elle ne descend pas jusqu'au centre de la Terre, elle s'écoule en dissolvant des sels. Des sels dissous, ça donne un courant électrique qui perturbe le champ magnétique terrestre là où il passe. Ça a été démontré scientifiquement par Yves Rocard, que là où passe un cours d'eau souterrain, à filet d'eau, le champ magnétique terrestre est modifié, est altéré, et il démontre ainsi que c'est ce changement de champ magnétique qui fait réagir la baguette du sourcier. Oui. À ça s'ajoutent également les failles, qui sont des discontinuités dans la structure géologique du sol, ou dans nos régions, nous avons les galeries de mines, qui sont aussi des éléments perturbateurs. Ça peut être, ce sont des activités, des perturbations naturelles, mais nous avons aussi des perturbations artificielles du même genre, telles que les carrières, les tunnels de métro, les anciens fosses, Oui. septiques ou autres, les anciens cimetières qui peuvent, à la longue, amener des perturbations chez les gens. Et à ça s'ajoutent toutes les pollutions modernes, à savoir l'électricité, le 50 Hz du réseau électrique, éclairage public, l'éclairage domestique et les électroménagers, plus maintenant toutes les hautes fréquences, les micro-ondes, les GSM, les Wi-Fi qui en rajoutent. Donc on est beaucoup plus sensibilisé maintenant par rapport à ces perturbations qui agissent sur nous et sur notre physique, je suppose. Oui, mais ça s'est surtout développé, ces perturbations physiques, après la guerre. Jusqu'alors, il y avait relativement peu de pollution électrique, il y avait bien une lampe dans chaque pièce, Oui. et un poste de radio quand il n'était pas à la cuisine. S'il y avait une machine à laver, souvent elle était à la cave ou dans une remise. Mais depuis, avec toute la multiplication des applications électriques et le confort aidant, mais sans se rendre compte que le confort peut perturber. Maintenant, nous avons des lits électriques, nous avons... Oui, oui. Et aussi, je dirais, est-ce que les ordinateurs sont des perturbations énergétiques aussi? Pas nécessairement, dans la mesure où on prend la précaution d'éloigner de soi tous les fils électriques qui peuvent parfois former un bol de macaroni autour des pieds. C'est plus les fils que l'ordinateur par lui-même. C'est l'alimentation électrique. Qui apporte des nuisances. Comme par exemple, maintenant, la tendance, beaucoup de gens, c'est d'avoir les tablettes ou le portable sur les genoux, oui, avec l'alimentation électrique, mais il
faut se rendre compte qu'à proximité de l'alimentation électrique, il y a quand même des glandes sensibles qui ont pour tendance à, paraît-il, rendre stériles les garçons ou les filles. Ce qui peut expliquer certains problèmes, on ne va pas rentrer dans le médical, mais certains problèmes médicaux que, bon, je dirais au niveau de la médecine on n'en tient pas vraiment compte, parce que je pense qu'on n'a pas encore fait vraiment les études pour pouvoir prouver que... Non, mais on conseille quand même que des gens qui ont des pacemakers, qui ne mettent pas leur GSM en proximité. Oui, ça on le dit quand même. On hein, le dit au quand niveau, même. ouais, en cardiologie, c'est des choses que l'on dit. On parle de GSM, les GSM sont quand même très nocifs aussi pour la santé. Ce qui est nocif, oui, l'usage intensif du GSM peut nuire à la santé, l'OMS le reconnaît maintenant, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 gammes de fréquences qui sont émises par le GSM. La haute fréquence, 900, 1800, 2100 MHz, ce sont des milliards de vibrations par seconde, et c'est envoyé dans un train d'onde, c'est un système pulsé à 217 Hz, 217 impulsions par seconde. Et la combinaison de ces deux fréquences amène des perméabilités dans la membrane hémato-encéphalique, c'est la membrane qui protège le cerveau des infections, et c'est à l'origine d'accélération de troubles de mémoire, confusion mentale, Alzheimer et Parkinson. On aurait, paraît-il, confirmé par les médecins, des gens qui ont l'Alzheimer autour de 40 ans maintenant. Et on annonce que dans les 10 ans à venir, on en aura autour de 25 ans. Qui aura 25 ans dans 10 ans? Tous ces jeunes qui sont pendus à leur téléphone blabla. Qui font des SMS, ça se fait à distance, il n'y a pas de problème. Mais le danger, c'est à proximité de la tête. Les parents me disent parfois que leurs enfants dorment avec le GSM en dessous de l'oreiller. Oui, c'est très Qu'est-ce que ça leur apporte? Qui téléphone la nuit? Oui. On estime maintenant depuis que les GSM existent, qu'on doit être touchable immédiatement. D'ailleurs, si vous ne répondez pas à votre GSM, il y a un autre téléphone qui va sonner, pourquoi tu n'as pas répondu? C'est vrai qu'on dit qu'il y a un manque de communication. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'on communique d'une autre façon, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut toucher n'importe qui, n'importe où. Ça a un avantage. Ça a un avantage, il y a des avantages, parce que quelque part, on n'est plus tranquille non plus. On perd sa tranquillité. Avant, on était chez soi, on n'avait pas ce moyen de communication. On pouvait dire, voilà, je suis tranquille. Maintenant, on est dérangé à n'importe quel moment. Donc, et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, c'est vraiment un problème. Et alors, il y a une troisième fréquence, et ça, je l'ai lu dans le bulletin du médecin généraliste de janvier 2000, ou de la médecine générale, je ne sais plus le titre exact. Il y a une fréquence de 8,3 Hz qui est générée par la transformation du signal analogique de la parole au numérique qui sort par l'antenne. Pour le 8,3 Hz, sur ton téléphone, ça correspond, c'est une fréquence qu'on envoie dans l'oreille et qui correspond à une fréquence endogène du cerveau. Ça correspond au rythme alpha. Le rythme alpha, c'est une gamme de fréquences qu'on enregistre dans notre cerveau. Si on faisait un enregistrement des impulsions du cerveau, lorsqu'on est relax, donc après sommeil. Donc cette gamme de fréquences est entre 7 et 14 impulsions par seconde. Maintenant que nous sommes bien éveillés, si on mesurait, on sera entre 15 et 25. Et plus bas que 7, c'est le sommeil. Donc entre 7 et 14 impulsions par seconde. Le 8,3 étant plus près de 7 que de 14, a pour effet d'induire dans le cerveau des fréquences relaxantes. Donc il a pour effet de ralentir le fonctionnement du cerveau et de ralentir nos réflexes. Donc danger supplémentaire de téléphoner en conduisant. Le corps médical le connaît, mais on n'en parle jamais. Oui, et je trouve que c'est très intéressant justement de pouvoir en parler, parce qu'on dit toujours que le GSM est très mauvais, mais les gens ne savent pas pourquoi. Et avoir l'explication, ça va peut-être faire prendre conscience aux gens que quelque part c'est un réel danger. Maintenant, quand on a un téléphone sans fil chez soi, on ne parle pas de GSM, mais un téléphone sans fil, est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Est-ce que c'est aussi nuisible que le GSM? C'est même, je dirais, plus nuisible, en ce sens que le GSM, il est nocif quand on s'en sert, quand on téléphone. À partir du moment où il est en entente dans notre sac, dans notre poche,
disons qu'il ne se passe rien, si ce n'est que parfois il y a un petit bip pour rester en contact avec le relais le plus proche. Mais c'est le relais GSM qui émet lui tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il essaie de savoir où nous sommes. Si on nous appelle, qu'on puisse nous toucher. Eh bien, le téléphone sans fil, la technologie DECT, elle, c'est la base qui émet tout le temps en comparaison avec le relais GSM. Donc la base, c'est l'équivalent du relais GSM. Et les portables sont l'équivalent de nos GSM. Mais la base, elle émet tout le temps. Et dans la même gamme de fréquences que les GSM, ce qui fait que, moi j'estime que c'est plus dangereux d'avoir ce système-là qui émet tout le temps chez soi, tandis que le relais GSM, au-delà de 300 ou 400 mètres, disons, la puissance du signal est suffisamment atténuée que pour ne plus être nocif. Et or, nous mettons ça chez nous, et c'est l'équivalent d'avoir un GSM en permanence allumé à l'oreille. Moi, j'ai résolu le problème en mettant la base dans la cave. Et là où, à partir du moment où vous avez quelques bons murs ou des ourdis et du béton, ça atténue suffisamment le signal que pour ne plus être polluant, bien que maintenant, il y a des marques de téléphones portables qui créent des bases qui émettent peu. Mais c'est bien parce que moi j'ai ce genre de téléphone et c'est vrai qu'il était en permanence, comment je vais dire, connecté à la source d'énergie. Donc la prise était toujours mise au niveau électrique. Mais il y a un autre souci, j'ai remarqué, c'est que quand j'utilisais ce téléphone et que je mettais le haut-parleur, ça résonnait dans ma tête. Ah, c'est possible. Je ne sais plus l'employer. Je l'emploie normalement sans haut-parleur, mais le haut-parleur, je ne sais plus l'employer. Au départ, ça allait et maintenant, je ne supporte plus. J'ai l'impression que ça traverse carrément mon cerveau. Il y a une onde qui est là, je ne supporte plus. Mais c'est comme toutes les pollutions. Il arrive un moment où on accumule les perturbations, oui. Et arrive un moment donné, il y a la goutte qui fait déborder le vase, oui. Et à ce moment-là, on est saturé, et alors on ne supporte plus rien. Oui, mais ça, j'ai remarqué, comme le GSM, bon, je m'en sers très très peu. Je peux juste, pour prendre des rendez-vous, des choses comme ça peut durer 2-3 minutes, mais au-delà de 5 minutes, je ne supporte plus. D'ailleurs, on conseille, si on a des communications longues au GSM, ce qui est à éviter, c'est régulièrement changer d'oreille. Oui. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais je sens que ça chauffe, c'est normal. Hein. La gamme de fréquences du GSM est proche de la gamme de fréquences des micro-ondes. Le micro-ondes, sa fréquence, je crois, c'est 2400-2450 MHz, donc des milliards de vibrations par seconde. Ça correspond à la fréquence de résonance de l'eau. Donc, le principe, c'est d'exciter l'eau pour la faire chauffer. Or, comme on a avec les GSM ou les téléphones DEC dans les mêmes gammes de fréquences, faut savoir que nous avons entre 70 et 80% de liquide dans notre corps. Oui. Donc, si nous approchons un émetteur type micro-ondes à proximité, mais ça excite toutes nos cellules. Oui, comme ça, on peut comprendre maintenant l'effet nocif de ces GSM et de ces ondes. Et quand on parle de micro-ondes aussi, je suppose que l'alimentation qui est réchauffée ou cuite dans le micro-ondes n'a plus beaucoup d'énergie et plus beaucoup de vitamines. Est-ce que ça perturbe aussi l'alimentation? C'est possible. Là, disons, du point de vue qualité de l'alimentation, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais par exemple, une chose qui est certaine, et là ça a été prouvé scientifiquement, il ne faut jamais chauffer du lait au micro-ondes. Il y a une protéine du lait, la L-proline, qui, le fait d'être chauffée au micro-ondes, devient de la D-proline. Donc de l'évogir, elle devient dextrogir. Et la D-proline est neurotoxique, hépatotoxique, néphrotoxique. Donc toxique pour le système nerveux, pour le foie et pour les reins. Et on chauffe le lait pour les enfants au micro-ondes. Oui, c'est vrai. Même dans les crèches. Oui, oui, même dans les crèches. Et ça, c'est paru dans la revue Le Lancet, la Bible des médecins, hein, en décembre 1989. Oui. Donc ça fait déjà presque 25 ans qu'on le sait et on continue. Oui, je pense qu'il faudrait revenir à des sources d'antan, à revenir à une alimentation saine, pure. Mais ça va plus vite pour chauffer le lait au micro-ondes que de chauffer au bain. C'est toujours le gros problème, c'est toujours le temps.
C'est toujours le temps. On manque de temps, on court d'un coin à l'autre et les gens ne savent plus suivre. Et ça pose vraiment un réel problème. Maintenant, pour revenir à la géobiologie, est-ce qu'il n'y a que les ondes telluriques qui peuvent être nocives et perturbatrices dans une maison? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent perturber l'énergie d'une maison? Mais donc il y a les cours d'eau, les failles. Oui, il peut y avoir les réseaux telluriques qui peuvent perturber, mais là, disons que ça ferait l'objet d'un exposé Oui. assez compliqué. Mais en fait, il y a surtout le réseau Hartmann qui est le plus fréquent, qui a des mailles, par exemple, nord-sud, espacées de 2,50 m, et dans l'autre sens, tous les 2 mètres. Et au croisement, ce réseau Hartmann a dans nos régions une largeur de 21 cm. Mais avec les croisements, ça forme une colonne énergétique qui fonctionne en onde porteuse de tout ce qu'elle rencontre de pathogènes dans le sous-sol. Disons que si à la limite nous avons des caves où il fait humide, il y a de la moisissure, ben ça porte l'information, parce que tout est rayonnement. Donc elle porte le rayonnement de cette pourriture. S'il y a une galerie de mines, ben, qu'est-ce qu'il y a dans une mine actuellement dans nos régions? Où elles sont noyées et ce sont de l'eau stagnante, ou ce sont des gaz et de la putréfaction. Hein, donc, disons, c'est porteur d'une information qui n'est pas favorable. Si je comprends bien, on C'est pourrait dire... comme une fosse septique, comme une citerne, ça peut être de l'eau. Si je comprends bien, tout est énergie et tout peut amener de bonnes énergies ou de mauvaises énergies. On pourrait dire comme s'il y avait une émanation d'une matière, parce que l'eau n'est pas forcément matière, elle peut se transformer en vapeur, elle peut se transformer en liquide et en solide. Ce qui est quand même c'est assez étonnant d'ailleurs quand on parle de l'eau, parce que l'eau est une des matières principales de notre vie. Sans eau, on ne peut pas vivre, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'évapore et qu'elle retombe en pluie. Oui, Et voilà. Donc on pourrait dire que cette eau, quelque part aussi, quand elle voyage, elle va s'alimenter de tout ce qu'il y a dans le sol, elle va s'évaporer et elle va retomber. Est-ce que cette pluie, elle est imprégnée de tout ce qu'elle aura pris au niveau du sol? Je ne crois pas, parce que il n'y a que la vapeur qui va, à moins qu'il y ait des solvants dans l'eau qui peuvent accompagner, mais ce qu'elle va surtout charger, ce sont des poussières atmosphériques et des pollutions atmosphériques. Et le descente va avoir des pluies acides à cause de tout ce qu'on émet comme CO2, CO, donc les gaz toxiques. On pourrait dire, parce qu'on a une géobiologie terrestre, mais on pourrait parler d'une géobiologie... C'est un ensemble. Tous les gros problèmes de santé ne sont jamais dus à une cause simple. C'est-à-dire, si on a un coup de couteau, là c'est net, ça pique, ça coupe, ça saigne, mais c'est une accumulation de toute une série de stress que nous accumulons au cours de notre vie. Ça peut être des chocs émotifs non gérés. J'ai un tableau établi par la faculté de médecine de l'université de Washington qui donne une échelle de stress. Qui ont pris comme valeur 100 la mort du conjoint, puis 70 et quelques, c'est un divorce, et puis vous avez une naissance, vous avez un mariage. Ce sont tous des chocs émotifs. Certains se solutionnant mieux que d'autres, se gérant mieux que d'autres. Un mariage, une naissance, il faut reconnaître que c'est un choc émotif, mais qui se gère bien, qui se gère mieux qu'un décès. Et quand on fait la somme de tous ces chocs émotifs que nous avons, qui ne sont pas gérés, et qu'on arrive à un total de plus de 200, ils estiment que ça devient dangereux, et puis au-dessus de 300, c'est grave, mais à ça, ils n'ajoutent pas tous les stress dus à la vie courante, tels que les pollutions électriques, les pollutions chimiques. Il ne faut pas revenir en arrière trop souvent, mais ici, si on constate dans l'après-guerre, qu'est-ce qu'il y avait comme produits chimiques dans les maisons? Il y avait de la soude caustique pour déboucher, il y avait de l'eau de javel, et il y avait des produits de lessive, du savon noir,
Et ça se limitait. Maintenant, il faut des armoires entières pour mettre tous ces produits. On ne sait même plus lequel choisir parce qu'il y en a trop. On a l'impression que l'un va marcher mieux que l'autre et finalement... C'est comme les produits, les panneaux agglomérés utilisés dans les cuisines ou un peu pour tout. Mais tout ça, c'est plein de solvants qui libèrent leurs solvants progressivement dans le temps. Oui, et là on peut aller dans des causes d'allergie aussi par rapport à ça. Tout à fait, pourquoi il y a tant d'allergies pour le moment? Parce qu'on a beaucoup de produits chimiques et qu'on ne revient plus au naturel, tout à fait. À des sources biologiques. Il ne faut pas revenir en arrière pour tout, mais il faut quand même se demander à un moment donné... Et je pense qu'il y a une prise de conscience maintenant des gens par rapport à tout ça. Les gens se posent beaucoup de questions. Maintenant, par rapport à la géobiologie, on va quand même rentrer dans un domaine un petit peu différent, qu'on va parler au niveau énergétique, de tout ce qui est énergie. Parce que moi, j'ai pas mal de gens parfois qui me téléphonent et qui ont l'impression que tout va mal parce qu'il y a des ondes nocives sur eux. Est-ce qu'on pourrait dire que systématiquement on est mal, c'est dû à la maison? Moi je ne le pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs causes. La maison peut être une des causes, mais n'est pas forcément la seule cause des problèmes qu'on puisse avoir dans la vie et des problèmes de santé. Mais la maison, elle peut garder en mémoire tout ce qu'elle a vécu aussi. Il y a la mémoire des murs. Ce qu'on appelle la mémoire des murs ou la mémoire des meubles. Si vous avez une maison où il s'est passé des choses traumatisantes, elle peut avoir gardé en mémoire, comme par exemple j'ai eu l'occasion de faire des bâtiments dans lesquels pendant la guerre il y avait eu de la torture ou de la maltraitance, mais ça en est toujours imprégné, au point que le personnel qui y travaille se sent mal. Ah, bien sûr. Si vous avez une maison dans laquelle il y a eu un suicide, en général, il y a toujours bien une pièce, là, s'il y a eu un suicide, où les gens se sentent mal. S'il y a eu de la cruauté, de la maltraitance, de la souffrance, jusque dans l'après-guerre, les gens mouraient chez eux. Rares étaient ceux qu'on conduisait à l'hôpital, ou dans un home. Donc, vous pouviez avoir des gens qui mouraient de longues et pénibles maladies chez eux, mais ça imprégnait cette douleur, cette souffrance, imprégner les murs et les meubles. Oui, parce que je pense qu'on se dépose là où on est. Si on va s'asseoir sur une chaise, on dépose son énergie sur la chaise. Qui reste un certain temps. Oui, c'est vrai. Et là, on n'est plus tellement dans la géobiologie scientifique, on est plus dans les énergies, et c'est très difficile de démontrer ça au niveau énergétique. On peut constater. On peut constater, on peut sentir, mais il est très difficile de le prouver matériellement. Disons qu'on constate, j'ai eu l'occasion d'aller il y a déjà quelques années dans une maison où j'avais détecté dans une chambre un problème. Je m'apprêtais à faire le travail et